stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, ici Alex. Et aujourd'hui, ce soir, je suis en compagnie de mon cher collègue charismatique, souriant et enjoué, Papy Joe. What's up, Papy? Ah, vous, je disais quoi, hein? Ça va? Ça va? Correct. Bon, gros training de boxe? Non, en fin de compte, on préparait la future session, fait que j'ai juste fait du remplissage de papier parce que je demandais aux gens qui revenaient. Ah, c'est le fun? Ouais, c'est le fun. Y a-t-il beaucoup de monde qui revient? On a ouvert 2 cours parce que le cours d'ado, il était comme une vingtaine. OK. C'est comme beaucoup là, pour ça qu'en fin de compte, j'aidais Anne, l'autre coach. Puis en fin de compte, on a ouvert un autre cours le mardi. Puis en fin de compte, les 2 cours vont sûrement se remplir. Ah Parce que ouais? quand les jeunes ont vu qu'il y avait 2 cours, ça leur tentait de faire les 2 cours. Ok, c'est hot. Ben, c'est le fun. On va honnêtement. s'entraîner plus. C'est ça, exactement. Parce qu'il y en a 2-3 là-dedans qui veulent aller dans le compétitif, mais il faut comme commencer à avoir un peu la base, puis après ça, tu fais le test, puis si t'es correct, ben, tu rentres dans le compétitif. Puis, avez-vous pas mal de jeunes qui font du compétitif ou? À date, on est à peu près il y en a à peu près une dizaine qui font du compétitif. Puis à toi, Yasmina, félicitations pour ta médaille d'or au Gant Doré à la fin de semaine passée. Je sais pas c'est quoi les dates, là, mais c'est ça. Ah, tu lâches pas écouter ça. Yasmina, je te salue quand même si t'as pas l'âge d'écouter ça. All right. Papy Joe, Oui. quel dossier tu nous amènes cette semaine? Un dossier qui va quand même... je veux dire, quand je l'ai écrit, en fin de compte, je venais juste de quitter Lavage au Richelieu. OK. Fait que j'avais besoin d'un peu de joie dans mon cœur. Fait que parler de meurtrier, de violeur, ça m'intéressait pas tant que ça. Fait que je suis allé dans un peu plus léger. Ça reste un personnage controversé de son époque. Mais c'était comme, je pourrais dire... Ça a quand même marqué mon début de jeune adulte, disons, quand j'ai découvert ce personnage-là. Puis ça fait longtemps que je n'avais pas dû chercher des explications de mots français pour comprendre ce que je lisais aussi. Ouais? C'est une autre époque. J'ai fait plusieurs découvertes sur lui. C'est un artiste multidisciplinaire, écrivain, musicien. Et les 2 principaux qui m'intéressent, peintre, c'est laid qu'est-ce qu'il a fait. Il tripait aussi sur... C'est pour ça que ça t'intéresse. Ouais, c'était laid. Non, ça m'intéresse pas, ça. Il tripait aussi sur les voitures. Un autre point commun que toi, ça? Ah, moi, je trippe ces gros chars qui font bien du bruit tout le temps. Hein. Fait que Fast and Furious, film préféré. Film de science-fiction préféré. Fait que, je crois qu'il fut un rebelle à sa façon ou selon les standards de son époque. J'avais parlé, évidemment, de Boris Vian. Parce que, il n'y a pas vraiment... Hein? C'était marqué. Là, fait que, on va pas grand-chose de se faire. Hey, on va tout de suite... mes écouteurs, c'est lequel? Ben, je sais pas si tu les as changés. Ah, c'est celle-là ici. Là, je m'entends. Super. J'entends ma douce voix dégueulasse. Fait que... Papy Joe, sois moins dur avec toi. T'as une belle voix, c'est le fun de t'écouter. Mais quand je te regarde, je suis dur. OK. Boris Vian, né le 10 mars 1920 à Ville-d'Avray, est mort le 23 juin 1959 à Paris. Est un écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, musicien de jazz et directeur artistique français. Son instrument de prédilection, la trompette ou, comme il aimait la nommer, la trompinette. Parce que vous allez voir, c'est un monsieur qui aime ça inventer des mots. C'est en langue française, on rajoute toujours des nouveaux mots, puis lui, il se gâtait là-dedans. Paul, son père, épouse le 3 décembre 1917 Yvonne Ravenet, de 8 ans son aînée. Fille de riches industriels. Paul Vian
a assez de fortune pour ne pas avoir besoin de travailler. Il se déclare sans profession à son mariage. C'est hot, ça. Tu te maries. Je ne travaille pas. Je suis sans profession. Fuck off. Allez tous chier. Paul et Yvonne s'installent dans un hôtel particulier de Ville-d'Avray, rue de Versailles, où naissent le 17 octobre 1918 Lélio et le 10 mars 1920 Boris. Il acquiert ensuite une villa, Les Fauvettes, rue Pradier, non loin du parc de Saint-Claude, où naissent 2 autres enfants, Alain le 24 septembre 1921 et Ninon le 15 septembre 1924. Les Vian y mènent une vie insouciante. Ils ont chauffeur, professeur à domicile, coiffeur à domicile, jardinier. Yvonne est musicienne, elle joue de la harpe et du piano. Elle a donné aux 2 aînés des prénoms issus d'opéra. Boris pour Boris Godunov, le modeste, Moursovski, un opéra, et Lélio pour Lélio ou le retour à la vie d'Hector Berlioz, une symphonie fantastique. Ils ont pour voisin Jean Rostand. L'histoire légère sur Jean Rostand, c'est pas un 2 de pique. Je suis allé vérifier, c'est un écrivain, un philosophe de l'époque. Et les enfants, Vian, iront pêcher dans les étangs environnants des grenouilles avec son fils François. Moi, j'aime ça aller pêcher de la grenouille. Si vous avez jamais fait ça, faites ça. Mais le crash boursier de 1929 ruine Paul Vian, qui perd la majeure partie de sa fortune dans les manipulations boursières sur la Société des EVA de Cochinchine. Ouh, ça, c'était pas facile à dire. Cochinchine! Et qui ne peut réintégrer la fabrique de bronze car elle a changé de main. Il est obligé d'abandonner la maison principale et aller habiter avec les enfants et le jardinier dans la maison du gardien qui l'a fait rehausser d'un étage tout en conservant une étroite bande de terrain et un carré de pelouse. C'est pas facile quand il faut que tu ailles vivre dans la maison du jardinier puis il faut que tu rénoves en plus. Là. Tabarnak. C'est pas facile d'être bourgeois. La vie est tough. Ouais, la vie est tough. La villa est louée à la famille Manuhen, avec lequel les Vian ont d'excellents rapports. Les enfants jouent avec leur fils Éudi Méhuen, qui est un prodige violoniste et qui invite la famille Vian à venir l'écouter à Paris en concert, ce qui ravit Yvonne. Ce sont les rares sorties où Yvonne ne s'inquiète pas pour ses enfants. De caractère anxieux et autoritaire, elle favorise tout leur jeu en condition de garder sa nichée à portée de voix. Viens jouer où est-ce que je peux te voir? Ça ressemble à ça. Pas de voix plus, là. Alors, reviens ici! Sors dans l'arrière du buisson. Paul s'essaie à travailler. Il commence à traduire quelques textes que lui procure Louis Labat. Qui est Louis Labat? C'est le traducteur... Habites-tu là-bas? Là-bas. C'est Par là. Louis Labat est le traducteur de Walter Scott. C'est un écrivain un peu moins connu que Arthur Conan Doyle. Est-ce que tu connais Arthur Conan Doyle? Je vais t'avouer que mes connaissances littéraires ne sont pas très grandes, Papichou. Wow, je suis pas surpris. Pour les autres, Arthur Conan Doyle, c'est l'écrivain de... Je suis prêt à en apprendre plus, par exemple. Ah, ben tu vas apprendre, là, si tu t'arrêtes de me couper, que c'est l'écrivain de Sherlock Holmes. OK. Là, tu sais c'est qui Sherlock Holmes? Je sais qui est Sherlock Holmes. Et voilà. J'ai vu des films de ça. Ah, mais les rentrées d'argent sont insuffisantes et il devient représentant associé pour le laboratoire homéopathique de l'abbé Chaupitre. C'est l'homéopathique, hein? Il devient ensuite démarcheur pour une agence immobilière de l'avenue de l'Opéra. De l'avis de Noël Arnaud, ce grand bourgeois ruiné gardait une tête qu'il portait haute et se n'est jamais mué en prolétaire en faux col, aigri et revanchard, mais plutôt en aristocrate fin de race. Je m'ennuie de t'avoir comme DM.
Mais quel commentaire qui sort de nulle part! Tu racontes bien des histoires, Papy Joe. Ben oui, ben là, c'est pour ça que je te cite, là. Fais-moi pas perdre mon fil, là. Je parle de Boris Vian. J'ai besoin de parler de Boris Vian, pas du passé. Ouais, bon, OK, Boris Vian, c'est le passé. Là, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais il reste à la famille Vian un autre paradis, à Landemer, dans le Cotentin, à l'ouest de Cherbourg, une propriété où sont construits 3 chalets en pin situés en haut des falaises où sa mère entretient un jardin. Tu vois, tu sais, il passe... Tu sais, c'est pas facile, là. Tu pars à ta maison, mais tu vas dans la maison du jardinier. Mais là, hey, t'es obligé d'aller vivre sur ta terre à 3 chalets. Pas facile, la bourgeoisie. Hey, il y en a qui sont pas confortables dans la vie. Hein, Non. pareil. C'est cet univers que Boris reproduit dans son roman L'Arrache-cœur en inventant Force nom de fleurs. Je le cite. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise, des ormades sauvages aux tiges filiformes, bossuées de nodosités monstrueuses qui s'épanouissent en fleurs sèches comme des meringues de sang, des touffes de rivioles lustrées gris-perle. Fait qu'il inventait des mots quand il écrivait. C'est pas des fleurs qui existent. J'ai pas pris de chance, j'ai cherché et ça me ramenait au fait que c'était dans l'arrache-cœur. Mais quand t'écris de quoi, tu sais, mettons, George Lucas, il en a inventé en esti des mots, là. Ouais, c'est vrai. Mais il est moins cool que Boris Vian. À 12 ans, à la suite d'une angine infectieuse, Boris souffre d'un rhumatisme articulaire aigu qui provoque une insuffisance aortique. À partir de là, le garçon est élevé dans du coton. En fin de compte, il y avait des problèmes de cœur. Puis là, on va le traiter aux petits oignons, le petit monsieur. Oui, c'était pas très grand. Paul Vian, le papa, a par la suite construit une salle où ses enfants peuvent organiser des fêtes. Cette salle de jeu que Paul, en fameux bricoleur, a reliée à la maison, permet aussi d'organiser des tournois de tennis de table, des bals. Les copains de quartier, parmi lesquels se trouve de futur ministre François Musoff, rejoignent les Vian. C'est là que Boris et ses frères montrent leur première formation, l'accord jazz, à partir de 1938. Le fait qu'ainsi ses enfants puissent s'amuser sur place rassure Yvonne, mais a pour conséquence de couper encore davantage Boris et ses frères du monde extérieur. Boris regrettera en partie ce confort de vie qu'il a maintenu dans l'ignorance des faits politiques et sociaux. C'est ça l'avantage d'être dans le coton, mais en même temps, ça te met des œillères. Boris Vian fait ses études au Collège de Sèvres, puis au lycée Hoche de Versailles jusqu'en 1936. À cette époque, il joue de toutes sortes d'instruments fantaisistes, parmi lesquels le peignophone, composé d'un peigne et de papier à cigarette. Tabarnak, hein? J'ai juste pris un peigne avec un papier pour essayer, puis je sais pas comment il faisait. Des paper cuts partout dans la gueule. Ah non, c'est juste à force de souffler, le papier devient mou. Aussi, hein? Fait qu'il n'y a rien qui se passe. Puis, tu sais, du papier de cigarette, Ben, c'est quoi? ça vient mouiller vite, là. Ah, ok, c'est mince. Ah, ok, en plus. Ça se Je colle... sais pas dans ces années-là, là, mais... Faudrait aller acheter des paquets de cigarettes de 1920. Je sais pas si ça se fait encore. OK. Sa scolarité est souvent interrompue en raison d'accidents de santé. Malgré une fièvre typhoïde à l'âge de 16 ans, il passe avec dispense son baccalauréat latin-grec et entre en terminale au lycée Condorcet. Oh, en plus d'être né dans le coton, c'est un petit génie. Oui, c'est pour ça que je l'aime. À Paris en 1936. En 1937, à 17 ans, il obtient le second baccalauréat philosophie-mathématiques allemand. Il suit les classes préparatoires des grandes écoles scientifiques du lycée Condorcet et est admis en 1939 au concours d'entrée à l'école centrale, où il obtient son diplôme d'ingénieur en 1942. On revient un peu dans le passé. Le 6 novembre 1939,
Boris rejoint l'école centrale repliée à Angoulême. Toutefois, en voyant passer les convois de réfugiés belges, il mesure l'absurdité d'une situation dont jusque-là, les échos ne lui parvenaient que sous forme de rumeurs. Confronté à une réalité qui le dépasse, il écrit par la suite « Je ne me suis pas battu, je n'ai pas été déporté, je n'ai pas collaboré, je suis resté 4 ans durant un imbécile sous-alimenté parmi tant d'autres. » Parce que, tu sais, rappeler, ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ouais. Il est comme un petit monsieur moustachu pas heureux qui a décidé d'envahir le restant de l'Europe. Je veux qu'on vende mes œuvres! C'est pour ça, à cette heure, les toiles se vendent à fort prix parce que le monde ne veut plus avoir de petits Hitler. Là. Non, on n'en veut plus de ça. En juillet 1940, fuyant la zone occupée, la famille Vian s'installe dans la villa Emen Onji, aujourd'hui aux 4 rue Laborde à Cap-Breton. Boris Vian fait partie d'une bande d'amis avec son frère cadet Alain, Jacques Louslalo, surnommé le Major, ainsi que Claude et Michel L'Église, qui sont frères et sœurs. Michel et Boris ont 20 ans tous les deux. Ils se retrouveront à Paris lorsque Boris vient demander la main à Michel. La famille L'Église, bourgeoisie vieille France proche de l'Action française et antisémite, est loin d'être enthousiaste. Elle considère cette union comme une mésalliance. Mais les fiançailles ont tout de même lieu le 12 juin 1941, jour des 21 ans de la fiancée et de sa majorité. Et le mariage se déroule le 3 juillet pour le mariage civil. Le 5 juillet 1941, à l'église, la cérémonie est célébrée à l'église Saint-Vincent de Paul de Paris. Parallèlement à ses études, Boris apprend à jouer de la trompette ou de la trompinette. Il s'inscrit au Hot Club de France, présidé par Louis Armstrong et Hugues Panassier, dès 1937. Avec son frère Lélio à l'accordéon et à la guitare et son autre frère Alain à la batterie, il monte une petite formation qui anime d'abord les Surprise Parties avant de rejoindre en 1942 l'orchestre amateur de Claude Abadie qui joue du Dixieland. Du Dixieland. C'est un style de jazz de la Nouvelle-Orléans. OK. J'ai pas vu de différence avec le reste, mais gars. Mais ça vient de là. Ça vient de là. Et qui s'efforce de sortir des sentiers battus et des sempiternels Un peu jams comme de le règles. whisky puis le scotch. Ouais, mais ça goûte pas la même affaire, ça. Ça goûte pas la même affaire, le whisky puis le scotch. Ben, le bourbon, là, en tout cas. Ouais. Ça, là. Ça, OK, je vais continuer. je m'en fais perdre. Chez les musiciens amateurs français. 2 ans plus tard, le 10 janvier 1944, il rencontre Claude Luther et il se joint à lui pour ouvrir un club de jazz de New Orleans Club qui ne fonctionnera que quelques jours à Saint-Germain-des-Prés. Ils vont jouer ensemble plus tard au Caveau des Lorientais et au Tabou. Après la libération de Paris, on le retrouve avec l'orchestre Abadie, qui est considéré comme l'un des meilleurs orchestres de jazz amateurs de l'époque. Il est quand même, il était bien coté. Le jazz et les fêtes sont un moyen pour Boris de compenser l'ennui que lui procurent ses études à l'école centrale. Il rédige Physiocochimie des produits métallurgiques. Ouais, c'est ça. C'est un livre qui s'appelle Physiocochimie des produits métallurgiques. 160 pages abondamment illustrées de graphiques et de dessins techniques. L'ouvrage est orné d'un avant-propos en alexandrin et en vieux François. Le vieux François, c'est comme le très vieux français. Avec en épitaphe une citation d'Anatole France. Anatole France est un vieux écrivain qui devient une des consciences les plus significatives du temps en son engagement en faveur de nombreuses causes sociales et politiques du début du 20e siècle. Un sale gauchiste. Cette brochure renéotypée, renéotypée, c'est juste comme une sorte de machine à écrire. C'est pas une machine à écrire, c'est comme une autre façon d'écrire avec une machine. De 160 pages est la première œuvre écrite de Vian. Toutefois, il préfère les répétitions aux révisions et il exprime violemment le peu de crédit qu'il accorde aux cours.
donné par ces professeurs idiots qui vous bourrent le crâne de notions inutiles, compartimentées, stéréotypées. Vous savez maintenant ce que j'en pense de votre propagande, de vos livres, de vos classes puantes et de vos cancres masturbés. C'est un petit Tenez-le pour dit. non, c'est un petit rebelle, là. Sa première chanson date de la même époque, la chanson des Pistons, chanson gaillarde dans la tradition des grandes écoles qui comporte 23 couplets où il est beaucoup question de roustons et de zizi. Oh. J'aimais ça, des roustons et des zizi. À l'Association française de normalisation, l'AFNOR pour les intimes, où il est engagé dans la section verrerie le 24 juillet 1942 et jusqu'en 1946. Il découvre l'aspect ridicule du travail de bureau, mais l'AFNOR a le bon goût de lui verser chaque mois la somme de 4000 francs, ce qui fait à peu près 900 $ canadiens. Mais tu sais, tu remontes dans En le temps. 1920. En 1920, ça veut Ben dire... là, c'est plus 1920. Là, 1942, ça reste quand même... Ah, ça reste très bon. C'est des bidous, là. Très supérieure à celle proposée par d'autres employeurs. En outre, ce travail lui laisse assez de temps pour se consacrer à la poésie et au jazz. En 1943, il produit Sans sonnet. C'est comme le titre, c'est Sans sonnet. C'est des petits poneys en forme fixe. 2 quatrains sur 2 rimes embrassées et 2 tercets. Fait que pour ceux qui connaissent la poésie, vous allez vous retrouver. Et un livre, Trouble dans les Andins. Son travail d'écriture est dû en partie à l'ambiance générale de la famille Vian, où l'on fabrique jeux de mots, contrepétries et calembours. Michel vient de commencer l'écriture d'un roman et la famille se régale de la manière dont Boris joue avec plaisir sur les sonorités. Tu veux-tu savoir combien que ça équivalait? Ouais, vas-y donc. Ça équivaut à 19 786 $. Par mois. C'est énorme, là. Wow! Sale fils de bourge! Mais il était mal nourri! Non? C'est pour Michel qu'il a déjà écrit en 1942 un conte de fées à l'usage des moyennes personnes. En gros, littérature et jazz sont sa porte de sortie de son job de bureaucrate. Les exégètes. Faut que j'entende. J'étais correct. Les exégètes, entre parenthèses. Personne qui s'occupe d'exégèse. Interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens, la portée sont obscurs. Ça, c'est un des mots que j'ai fallu. Je suis pas capable de plugger ça dans une phrase. J'essaie de plugger ça de oh, je suis un expert en exégèse. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Les exégètes de son œuvre situent parfois ses premiers écrits en 1939, date incertaine puisque l'œuvre devient, ses notes, ses ébauches, sa correspondance et ses articles non publiés sont rarement datés, ce qui a obligé ses bibliographes d'origine à augmenter sans cesse leurs premières publications après de nouvelles découvertes. Parce que, oui, c'est important à noter, le public cible de Boris Vian est beaucoup plus intellectuel que le public cible de Guns N' Roses. C'est un peu. Un peu. Fait que là, dans le fond, à chaque fois qu'il trouvait une nouvelle œuvre qu'il avait faite, il la redatait. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était toujours comme du travail. Et tu sais, honnêtement, en ce moment, là, je me suis fié beaucoup au Wikipédia, puis j'ai pas été besoin d'aller chercher d'autres choses. Là. Le Wikipédia, c'est comme une belle biographie, là, qui rentre plus en détail, mais je suis allé chercher vraiment son côté littéraire et musique. Snipeflex, il l'a pris personnel. Là. De quoi, ça? Il dit il vient-tu de nous traiter de cave, là? Ça peut te rassurer, j'aime aussi Guns N' Roses. Un n'est pas obligé de tasser l'autre. Mais si le chapeau de va, porte-le. Là, moi, je te juge pas. L'écriture est un rituel d'obligation du loisir, avec des jeux très raffinés ou des jeux de collégiens, comme ceux du cercle légateux, montés par Alain et Boris qui en ont rédigé l'acte fondateur le 26 mai 1941. Très vite, le cercle légateux devient une entreprise familiale à but non lucratif
dont la présidente d'honneur est Mme Claude Kerrer et le président Alain. L'entreprise est dotée de statuts. Chaque membre en possède une carte imprimée frappée du sceau Nanavilli. Alain Vian. Il existe plusieurs sections dont l'une présidée par Boris est consacrée à la fabrication de modèles aéronautiques et dont les statuts sont rédigés par Boris sur le mode plaisantin. C'est-à-dire, il faisait des petites affaires, puis là, après ça, il donnait le mode d'emploi pour comment utiliser ces petites affaires-là. Ça ressemblait à ça. Réunis dans un petit carnet, on retrouve dans les notes de Boris le goût de la farce égrillarde, parce que dans les règles de l'association, on lit « Les membres femelles ne devront pas toucher le zizi ». Le président du club est Boris. Un autre cercle, le cercle Montprince, auquel participe toute la famille, a pour but de parodier le langage administratif et le journalisme pompeux. François-Jean Rostand, Alain et des voisins de la rue Pradier se réunissent pour des tournois avec tirage au sort et compte-rendu. Les adultes de la rue Pradier, parmi lesquels Paul Vian et Jean Rostand se révèlent les plus actifs, sont des passionnés des cadavres exquis. Et c'est quoi des cadavres exquis? C'est des bouts rimés, des jeux d'esprit et d'écriture comme les aiment les surréalistes. Là, si vous voulez savoir c'est quoi un surréaliste, c'est juste comme quelqu'un flyé, là. Les dimanches ou certains soirs après le dîner, on tire au sort des mots à assembler en rime. Ça, par exemple, c'est de quoi que j'aimerais essayer. Tu mets plein de mots dans un chapeau, là, puis là, tu piges comme 6 mots, puis là, il faut que tu fasses de quoi avec ça. On le fera. On le fera. Ah, ça serait le fun, ça, à faire ça. Pas à soir, là. Ouais, non, pas à soir. Mais on le fera. On le fera, OK. Le jeu des bouts rimés est un poème généralement un sonnet composé à partir d'un appariement de rimes données d'avance. Fait que les bouts rimés est un exercice auquel se livrait en permanence la famille Vian et son entourage, composé de la famille Rostand, la famille L'Église et de certains voisins comme André Martin. Boris Vian, qui avait une âme d'archiviste, en avait gardé toute la collection classée dans des sous-chemises découpées dans des bons de commande du laboratoire de l'Abbé Chaupitre, qui, en fin de compte, eux autres faisaient les trucs homéopathiques. La plupart sont datés de 1940-1941. La dernière date figurant sur une chemise est le 21 août 1943. Ces jeux de société ne sont encore qu'une incitation à l'écriture, mais le véritable déclencheur pour l'écrivain Boris Vian est sans doute l'influence de Michel, qui possède une certaine familiarité avec les mots et qui écrit déjà des articles pour le théâtre et le cinéma. À l'âge de 17 ans, elle avait commencé un roman. Les deux époux se lancent dans l'écriture de scénarios pour rire et croient-ils pour faire de l'argent. L'un d'eux, intitulé « Trop sérieux de s'abstenir », était accompagné d'une distribution d'acteurs idéale. Micheline Presse, Jean Deline, Jean Tessier, Bernard Blier, Roger Blain. J'ai aucune idée c'est qui tout ce monde-là, mais il devait être populaire à l'époque. Michel et Boris ne sont peut-être pas des zazous. Et selon toi, c'est quoi un zazou? Un zazou. Un zazou. Ça, c'est... il décrit une personne comme ouais, ça, dans le fond? Ouais, c'est ça, tu sais. Un zazou, un tata, genre? Ah, pas loin. Je te dirais le plus proche du zazou. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je pensais que ça avait rapport avec un drapeau arc-en-ciel, mais c'était pas ça. C'était plus genre comme des punks. OK. Fait que c'est un courant de mode de la France fait des que années... les punks, des tatas. Non, j'ai pas dit ça! J'ai dit, ben, les zazous, c'est des tatas. T'as dit, ah, pas loin de ça. Non, j'ai pas dit... Peut-être, là, mais en tout cas... reviens en arrière, on va checker. Il me semble que j'ai pas dit que c'était des tatas. Des fois, oui, là, mais c'est ça autre chose. Là. Fait que les zazous, c'est un courant de mode de la France des années 40, également présenté comme une contre-culture. Il s'agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains et affichant leur amour du jazz. C'est juste du monde qui trippe un peu trop sur le jazz. Il aime le jazz. Comme les punks,
qui aiment un peu trop le punk, comme les poêles qui aiment un peu trop le métal. Et tu vois, il y a le lien, on peut en faire d'autres. Là. Comme les pédophiles qui aiment un peu trop la musique pop. OK. Des liens, on peut leur faire. Tabarnak. Mais ils ont en commun avec cette population de jeunes gens le goût du swing et des fêtes, où ils emmènent parfois leurs enfants. Dans ces fêtes-là, on trouve les ajouts de la périphérie chic, là où la police de la zone occupée ne patrouille pas. Ils ne vont pas encore dans les bars du quartier latin ni dans les caves. Mais l'attitude de Boris Vian est assez voisine de celle des Azous parce qu'ils sont d'abord très très swing et qu'ils aiment le jazz. Dans Vert coquin et le plancton, c'est un livre de Boris Vian, il fait une description vestimentaire des Azous. Le mâle portait une tignasse frisée et un complet bleu ciel dont la veste lui tombait au mollet. La femelle avait aussi une veste dont dépassait d'1 millimètre au moins une ample jupe plissée en tarlatane de l'île Maurice. Attaqués par les journaux conservateurs, les Azous en rajoutent en investissant d'abord les cafés des Champs-Élysées, puis du quartier Ladin. Mais malgré les éditoriaux de la Gerbe, l'occupant ne voit pas en eux des ennemis. Ils ne sont ni communistes, ni juifs, ni résistants. Seul le journal L'Illustration en fait un portrait teigneux et tellement surréaliste qu'il ressemble à ceux de Boris Vian dans Vert coquin et le plancton. Ça va? Ouais. OK, c'est bon. Je connais pas cette œuvre. Dis-moi donc quelque chose que je sais pas. Le monde des Vians s'effondre. J'aime pas ça quand tu me méprises, Papillon. C'est pas du mépris, c'est de la réalité. Bon. Le monde des Vians s'effondre. Le père Paul est assassiné dans sa maison dans la nuit du 22 au 23 novembre 1944 à l'âge de 47 ans par 2 intrus. On croira se souvenir qu'il portait des brassards FFI, Force française de l'intérieur. Ça, c'était un mouvement dans le C'est comme un peu notre FLQ de notre époque. OK. Un mouvement politique. Ouais, c'est ça. Le FLQ, pour les gens du pas-Québec, c'est le Front de libération du Québec qui ont mis des bombes dans les boîtes à mal. Puis ils ont fait... Ils ont kidnappé un ministre. Ils en ont kidnappé 2, me semble. Il y en a un qui est mort, même si c'était pas vraiment voulu, selon leur dire. C'est un incident. Un incident. Puis... T'as-tu écouté, mais si jamais ça vous intéresse, il y a le documentaire des Roses. Là. Ouais. Là, je me rappelle plus exactement où est-ce qu'on peut l'écouter. Là, c'est sur la plateforme de films québécois. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense, ou peut-être même Télé-Québec. Là, mais... Non, c'est sur... L'OMF. Sur ce site-là. Là, puis, en tout cas, ça parle... C'est le garçon d'un des gars du FLQ, le Rose, là, je me rappelle plus de son nom, là. Mais Jacques Rose, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est son gars, dans le fond, qui fait ce documentaire-là, puis c'est excellent. Bon, à suivre. Ça s'appelle Les Roses, me semble. Bon, petit rapport. L'enquête de l'hiver 1944-1945 tourne court faute de suspect. Le dossier est déclaré clos le 17 janvier 1945. Les chalets de Landemer ont été détruits par les Allemands et Boris, considéré comme le plus sage de ses enfants, a reçu de son père la lourde mission de vendre la maison familiale de Ville-d'Avray, qu'il lui a léguée par testament. Mais après les Menuhin, la villa a été louée à un diplomate sud-américain dont la nombreuse famille a mis à mal le mobilier et les aménagements intérieurs, de sorte que la belle villa de Paul est dépréciée et se vend à bas prix. Ils ont perdu de l'argent là-dessus, c'est pas cool. Cette année-là... Merde! Non! Mais 19 000 par mois! Cette année-là, avec Michel, il se réfugie dans un appartement parisien. Cependant, François Rostand confie à son père le manuscrit de Vert coquin et le plancton que Jean Rostand transmet à Raymond Queneau,
secrétaire général des éditions Gallimard. Et le 18 juillet 1945, Boris signe son premier contrat d'auteur. À partir de ce jour, Boris Vian et Raymond Queneau deviennent des amis très proches, avec sans doute une relation de type père et fils, et en commun ce goût immodéré du jeu avec les mots. Oh, c'est cute, une passion commune. Ah oui. Contrairement à une légende, Boris Vian n'a pas créé la popularité du quartier Saint-Germain-des-Prés, symbole de l'existentialisme et des azous. S'il connaît le quartier depuis 1944, il commence à le fréquenter très régulièrement qu'en 1946, à la création du caveau des Lorientais. Boris, qui prend parfois la trompette, fait régner une ambiance quasi religieuse. Si les frères Vian ont drainé le tout Paris au tabou, si l'on surnommait Boris le prince du tabou, à partir de 1947, Boris ne participait que très rarement au baccalal, qui comportait l'élection de Miss Vice et autres fantaisies. Il préférait organiser, rue du Faubourg Poissonnière, des tartes parties réunissant des musiciens de jazz. Au caveau des Lorientais, ouvert en 1946 rue des Carmes, on danse le Lindy Hop ou le bebop avec Claude Luther et son orchestre. Boris Vian, qui joue dans l'orchestre, se met à jouer comme Bix Beiderbecke, le romantique. Comme qui? Bix Beiderbecke. Je pense que je l'avais mieux. Oh, ça l'a changé. Ça a changé. J'avais déjà... Bix Beiderbecke. Je sais Big... peut-être. On a encore changé. Non, j'ai encore changé. C'est la partie de Big Better. Bix Beiderbecke. On l'a dit de même, là. Le romantique. Comme lui, il place l'embouchure de la trompette au coin des lèvres à ses tout débuts, mais il s'inspire plutôt de Rex Stewart par la suite. Il trouve cette population très, très swing, selon l'expression qu'il affectionne. Boris y vient avec ses amis et après la fermeture des Lorientais, la même population se retrouve au Tabou, au 33 rue Dauphine, où viennent également des intellectuels. Maurice Merleau-Ponty, dont Boris Vian écrit dans le manuel de Saint-Germain-des-Prés qu'il contribua à entretenir la confusion sur le sens du terme existentialisme dans le faible cervelet des piscopies. C'est vraiment hot comme terme, des piscopies, là. T'avoues que c'est hot! T'es un Chris de piscopie. Jacques Privet, des journalistes que Vian surnomme les piscopies, et des artistes comme Juliette Gréco, Marcel Mouloudji ou Lionel Hampton. Fait que pour ceux qui se demandent c'est quoi que ça voulait dire un piscopie, c'est ma traduction libre. Des hosties de poseurs. Ça a de l'allure, hein? Des piscopies, poseurs. Ça, le lien est bon. C'est aussi dans ces caves que Boris retrouve ses amis les plus proches. Jean-Paul Sartre. Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, vous connaissez Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir, le peintre Bernard Quentin et surtout Raymond Queneau qui dirige chez Gallimard la collection La Plume au vent et qui compte y insérer Vercoquin et le plancton après quelques retouches. Queneau a fait connaître son écœurement devant l'épuration au sein du comité des écrivains et cela ne paie pas aux radicaux auxquels Jean Paulhan appartient. Queneau a malgré tout convaincu des qualités écrivain de Vian et il lui fait signer un nouveau contrat pour les Lurettes fourrées dont il n'a lu aucune ligne. Fait que tu as vraiment confiance. Tu le fais signer pour un livre que tu n'as rien lu, là. La publication de Vercoquin et le plancton se fait attendre. Boris est très déçu, d'autant plus qu'il compte quitter l'AFNAR, son job de brasse-papier, qui donne vraiment beaucoup d'argent. En attendant, Queneau l'intègre à une joyeuse bande de journalistes de combat. Le combat, c'est le journal. Alexandre Atrus, Jean Caux, le gauchiste, Robert Scipion. Beaucoup font du journalisme pour entrer sans payer là où il faut être vu.
Technique. Technique qui fonctionne encore de nos jours. Ces jeunes gens sont lancés à l'assaut des lettres, mais aussi du spectacle. C'est avec eux que Boris est invité à se produire avec l'orchestre Abadi dans le film Madame et son flirt de Jean de Marguenat. Le 15... Ça doit y faire plaisir. C'est sûr. Toute bonne personne aime ça, rentrer dans des endroits gratuitement. Le 15 février 1946, Boris quitte l'AFNOR pour entrer à l'Office professionnel des industries et des commerces du papier et du carton. Son salaire est plus élevé, le travail est plus léger, ce qui permet à l'écrivain de rédiger son premier véritable roman, L'écume des jours, dont l'auteur dit que c'est un mixage de toutes les périodes villedavrésoises. C'est en fin de compte le temps qu'il habitait dans sa vie-là. Là. Mais il a inventé un mot pour le dire, puis j'ai de la misère à le dire. Récite-toi. Villedavrésoise. Quand tu prends ton temps, Papy Joe, comment que ça va bien? C'est que ça sonne mal. Il y a beaucoup... Mais c'est ça le pire, c'est qu'il s'invente des hosties de mots compliqués, tabarnak, pour dire de quoi de simple. Ouais, mais je suis sûr qu'en plus que lui, il disait comme ça. Là. C'est sûr, lui, il l'a inventé. Bon point. Je le cite, « Il y a beaucoup de bonheur dans l'écume des jours, et puis il y a le petit danger de l'homme qui sent pointer quelque chose qui le tenaille à l'intérieur. En effet, derrière le conte rôde de la mort, comme celle qui rôde autour de Boris lui-même, tenaillé par la maladie et dont l'univers, au fil des années, n'a cessé de se rétrécir. » Vercoquin et l'écume paraissent de façon trop rapprochées, sans gros efforts de promotion et ne bénéficient pas de l'habituel accompagnement des critiques liées à la maison Gallimard. C'est un échec commercial. Tiré à 4400 exemplaires chacun, il s'en est vendu quelques centaines et il n'y a pas de revue de presse non plus sur les livres. Fait que ce fut un échec. Mais là... Mais là, il a quand même écrit un livre qui a eu un excellent succès, que je présente ici. J'irai cracher sur vos tombes. Il y a aucun... Il est approché. Ça n'a aucun lien avec le film d'exploitation de Rape and Revenge de 1978, j'aime mieux préciser. Je vous conseille d'aller voir ce film-là. Il y a eu un remake aussi dans les années 2000, mais l'original est meilleur. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. OK. Fait que là, on va parler de la création de ce livre. Au début de l'été 1946, Boris fait la connaissance d'un jeune éditeur, Jean Daluin, qui vient de créer les éditions du Scorpion. Jean demande à Boris de lui faire un livre dans le genre de Tropique du cancer de Henry Miller. Fait que je te vois, Alex, me demander, mais qui est Henry Miller? Qui est Henry Miller? Je te répondrai, un auteur d'un roman dont les personnages font beaucoup d'introspection et les relations sexuelles sont décrites de façon explicite, qui plaît beaucoup à l'époque. En 15 jours, du 5 au 23 août, Vian s'amuse à pasticher la manière des romans noirs américains avec des scènes érotiques dont il dit qu'elles préparent le monde de demain et frayent la voie à la vraie révolution. L'auteur est censé être un Américain nommé Vernon Sullivan que Boris ne fait que traduire. Le pseudonyme serait formé du nom de Paul Vernon, batteur amateur de l'orchestre Claude Abadi, pour le prénom, et de celui du pianiste Joseph Michael Sullivan, dit Joe Sullivan, hypothèse souvent reprise par la presse qu'il faut considérer avec prudence. Daluy est enthousiaste. Boris, en introduction du livre, prétend avoir rencontré le véritable Vernon Sullivan et reçu son manuscrit de ses mains. Il y voit des influences littéraires de James Cain. Il met en garde contre la gêne que peuvent occasionner certaines scènes violentes. Tous deux espèrent un succès sans précédent. Les premières critiques indignées leur donnent l'espoir que le scandale sera égal à celui soulevé par la publication du roman de Miller et la critique du roman par les lettres françaises qui le traitent de bassement pornographique fait monter les enchères.
Je cite, « Les journaux examinent à la loupe les écrits du sieur Vian. Le 1er février, lorsque Vercoquin sort en librairie, le samedi soir, titre Vernon Sullivan n'a pas signé le dernier Boris Vian et il lui faut bien vite déchanter. D'une part, France Dimanche et l'hebdomadaire L'Époque réclament des poursuites pénales identiques à celles qu'a connues Henry Miller. D'autre part, on annonce la parution d'un deuxième Vernon Sullivan. Boris a beau se défendre d'être l'auteur du livre, un certain climat de suspicion règne chez Gallimard, qui refuse du même coup L'automne à Pékin. Un troisième roman écrit sous le nom de Boris Vian. Selon Philippe Beaugiot, seul Queneau a deviné qui était l'auteur et trouve le canular très drôle. Queneau est pour Boris bien plus qu'un ami, c'est un appui indéfectible qui ne s'applique pas uniquement à l'œuvre du jeune auteur. Il s'engage aussi à ses côtés et se tient à la barre pour le défendre au moment du procès le 30 avril 1950. Il avait même signé par anticipation le 27 avril 1950 la protestation contre la comparution de Boris, Maurice Raphaël, Jean Daluy et Gabriel Pomerant. Queneau viendra encore en tant que témoin à la défense de Jean Daluy, car c'est bien la liberté d'expression qu'il s'agit de défendre contre l'attaque des réactionnaires. Mais l'honneur réservé à Henry Miller touche aussi Boris Vian, qui est attaqué en justice par le même Daniel Parker et son cartel d'action sociale et morale, successeur de la ligne pour le relèvement de la moralité publique. Boris risque 2 ans de prison et 300 000 francs d'amende, ce qui équivaut à peu près à 650 $. Il est accusé d'être un assassin par procuration parce qu'on rapporte dans la presse un fait divers où un homme a assassiné sa maîtresse en laissant « J'irai cracher sur vos tombes » à côté du cadavre. Boris doit prouver qu'il n'est pas Vernon Sullivan et pour cela, il rédige en hâte un texte en anglais qui est censé être le texte original. Il est aidé pour ce travail par Milton Rosenthal, un journaliste des temps modernes. Finalement, en août 1947, le tribunal suspend les poursuites. Pour vous situer, j'ai décidé de trouver un petit passage qui va mettre la note pour justement la qualité du roman. Officiellement, ce roman-là n'a pas super bien vieilli. Fait que... ouais, exactement. Fait que Oreille chasse, peut-être s'abstenir. Je commence ça, c'est un paragraphe. En fin de compte, c'est toujours le personnage principal qui raconte qu'est-ce qui se passe. Je repris un autre bourbon à mon tour. Cela circulait à fond dans mes bras, dans mes jambes, dans tout mon corps. Là-bas, nous manquions de Bobby Soccer. J'en voulais bien. Des petites de 15-16 ans avec des seins bien pointus sous des chandails collants. Elles le font exprès, les garces. Elles le savent bien. Et les chaussettes. Des chaussettes jaunes vifs ou vert vif, bien droits dans des souliers plats. Et des jupes amples, des genoux ronds. Et toujours assises par terre avec les jambes écartées sur des slips blancs. Oui, j'aimais ça. Les Bobby Soccer. Soccer, moi, Soccer, je sais pas comment le dire. Fait que ça donne le niveau du roman. Tu penses-tu qu'ils mettaient des fantasmes là-dedans? Ça, je te dirais que c'est léger. Ça, c'est léger? Ouais. Après tout ça, Boris se réfugie maintenant dans le jazz, notamment au Club Saint-Germain, où il approche son idole Duke Ellington. Il va bientôt être directeur artistique chez Philips et en attendant, il donne régulièrement des chroniques dans le journal Jazz Hot où il tient une revue de la presse jusqu'en 1958. Henri Salvador disait de lui « Il était un amoureux du jazz, ne vivait que pour le jazz, n'entendait et ne s'exprimait qu'en jazz. » Malgré sa préférence pour un jazz plutôt classique,
Boris prend tout de même parti pour Charles Delaunay dans la bataille des anciens et des modernes, qui l'oppose à Hugues Panassier en 1947. La querelle porte sur le bebop, qui n'est pas du jazz selon Panassier et que Delaunay a été un des premiers à le faire découvrir en France. Boris soutient le bebop, ce qui ne l'empêche pas d'aimer le jazz traditionnel, notamment celui de Duke Ellington, évidemment. Puis, en 1949, on le retrouve aussi à Sainte-Tropez où son ami Frédéric Chauvelot vient d'ouvrir une annexe du club Saint-Germain, mais bientôt Boris est obligé de renoncer à la trompette à cause de sa maladie du cœur. C'est à cette époque qu'il écrit frénétiquement pour... Ça prend beaucoup d'énergie jouer de la trompette. Ben, ça prend du souffle en salle. Oui, puis des bonnes lèvres solides parce que ça fait mal à la longue. Hey, c'était vraiment désagréable, ça. C'est à cette époque qu'il écrit frénétiquement pour le jazz. Outre les articles de presse pour le Combat et Jazz Hot, il anime une série d'émissions de jazz pour une station de radio américaine qui porte les initiales américaines WWF. Là, c'est se lancer dans la lutte? Ouais, c'est ça, moi aussi j'ai pensé, mais non, c'était pour W We're Fresh. C'est vraiment W We're Fresh. C'était pas super, je sais. Mais le mot... C'est moins le fun. Le mot fresh en argot américain signifiant depuis 1848 insolent, irrespectueux ou impudent. Ça veut dire que t'es un petit rebelle. Les textes de ces émissions, dont ni Radio France ni la station de radio américaine n'ont gardé de traces, ont été publiés en livre de poche sous le titre Jazz in Paris. Côté littérature, les choses ne vont pas fort. Jean-Louis peine à vendre les remakes de romans américains que produit Boris Vian sous son pseudonyme. Les romans sont des échecs commerciaux, tout comme L'automne à Pékin et Les fourmis, qui ne se vendent pas du tout. 4 romans sont parus sous la plume de Vernon Sullivan. Et honnêtement, j'adore les titres. Là. J'irai cracher sur vos tombes. C'est parfait. Les morts ont tous la même peau. Sublime. Et on tuera tous les affreux. C'est merveilleux. Et elles se rendent pas compte. Ça, c'est ordinaire. Là. Pas assez morbide. Pas assez morbide. Dernier, hein? Non, c'est ça. C'est ça le vrai problème. Ouais, parce que j'ai pas lu Elles se rendent pas compte. C'est le seul. À cause de ça. Non, je le connaissais même pas. Est-ce que c'est un livre de deuxième tablette, ça? Non. Non. Non, les Boris Vian sont pas sur la deuxième tablette. Ils sont sur la première tablette. Accessible aux enfants. Accessible aux enfants. Ben, je veux dire... Premièrement, Je pense pas qu'ils voient ça puis ça les intéresse. Non, c'est ça. C'est pas comme les autres, là. C'est ça. Les autres que tu vois une madame à moitié défoncée, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'es toi, là. Quand je dis la madame défoncée, c'est pas de façon sexuelle, c'est de façon violente. Ah, j'imagine. Okay, c'est bon. T'es toi, là. En novembre 1948, après la loi d'amnistie de 1947, Boris Vian a officiellement reconnu être l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes » sur les conseils d'un juge d'instruction. Pensant à être libéré de tout tracas judiciaire, c'est compté sans Daniel Parker et son cartel moral qui attend la traduction en anglais de l'ouvrage sous le titre « I shall spit on your grave » et le deuxième tirage de l'ouvrage pour lancer cette procédure. Cette fois, le livre de Boris est interdit en 1949. Le fisc lui réclame des indemnités faramineuses. L'adaptation théâtrale du roman présentée du 22 avril au 24 novembre 1948 au théâtre d'Erlen a été un désastre et l'année suivante, Boris est condamné à une amende. L'écrivain est endetté, le couple se délie, non pour des questions d'argent, mais parce qu'une certaine lassitude s'est installée. L'érosion du couple, qui se manifestait dès la folle époque de Saint-Germain-des-Prés, trouve sa conclusion au seuil des années 1950 avec la demande de divorce de Michel. Lui-même très infidèle, alors que chacun vivait jusque-là une vie hors mariage, Boris est très amer et fait davantage grief à sa femme
co-percepteurs. Cette année-là, Michel et Boris vont à Sainte-Tropez séparément. Fait que malgré le fait qu'il était pas capable de souffler dans une trompette à cause de son cœur, il donnait quand même aux madames. Let's go! Ça, t'as toujours de l'énergie, étrangement, hein? Ça fait pas pomper le cœur. Non, vraiment pas. Invité à un cocktail par Gaston Gallimard le 8 juin 1950, Boris rencontre une jeune femme, Ursula Kubler, danseuse suisse. Ursula a la réputation d'être une femme de caractère très indépendante. Elle est hébergée chez un ami de son père, le diplomate américain, qui habite rue Poncelet, où Boris vient lui rendre visite selon les règles des convenances. Il tombe amoureux. C'est quoi, c'est les règles de convenance? Ben, quand tu vas la voir, tu repars puis t'as pas les doigts qui sentent le poisson. Bon, Papy Joe. Oui? Ce n'est pas une façon de parler du sexe des femmes, de dire que ça sent le poisson. C'est pas gentil. C'est Ah, pas non, vrai. moi, je parlais des sushis. Là. Oui, tu parlais des sushis aussi. Papy Joe, fais attention. Ben, tu vois, c'est ça. Ça, c'est pas convenable. Mais lui, il allait de façon convenable. Tu vois, je faisais l'exemple de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il tombe amoureux d'elle. Fais attention à ton choix de mots. Ah, OK. Il tombe amoureux d'elle, mais il est intimidé, abattu par sa situation conjugale. C'est Ursula qui fait le premier pas vers lui. Boris et Ursula vont vivre ensemble les années difficiles jalonnées de maladies pour Boris et de manque d'argent pour le couple. Michel, de son côté, est devenue depuis 1949 la maîtresse de Jean-Paul Sartre. Un petit flashback à ce que je disais avant. Le roman de Boris L'Arrache-Cœur, d'abord intitulé Les fillettes de la reine, a été officiellement refusé par Gallimard. Il est publié finalement en 1953 aux éditions Vril. Il n'a aucun succès. À partir de là, Boris renonce à la littérature. Fini. FFI, Fini. 1951 et 1952 sont les années sombres. Boris Vian vient de quitter son épouse Michel et il vit difficilement de traduction dans une chambre de bonne, où il s'installe dans un inconfort total avec Ursula, qu'il surnomme l'ourson. Oh, mignon. C'est mignon. Après moi, c'est à cause qu'il était poilu, mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, Boris n'a plus un sou et le fisc lui réclame des arriérés d'impôts qu'il ne peut payer. Il vit incessamment de pige. Albert Camus l'a engagé à combat en 1949. Il travaille aussi pour Samedi Soir, France Dimanche, ainsi qu'une publication considérée comme le refuge des mercenaires de la plume, Constellation. Boris est au fond du trou, mais il possède une étonnante faculté à rebondir. Sa pièce Ciné-Massacre, composée de sketchs et jouée par Yves Robert et Rosie Vart à la Rose Rouge, remporte un très grand succès. Ensuite, le 22 merdre 1979, ou le 22 merdre 79, en tout cas, c'est encore des affaires de Boris que je comprends pas. C'est-à-dire le 8 juin 1952, il est nommé équarrisseur de première classe au Collège des Pataphysiques où il retrouve Raymond Queneau, puis le 22 Palotin 80, 11 mai 1953, satrape. Il devient un satrape. Parce que tu sais, ils sont comme des groupes d'amis puis qui se donnent des titres puis ils s'inventent plein d'affaires que j'ai de la misère à suivre. Dans ce groupe, il donne... Nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Dans ce groupe, il donne libre cours à son imagination pour fournir des communications et des inventions baroques telles que le gidouillographe ou le piano cocktail. Son titre exact est satrape et promoteur insigne de l'ordre de la grande gidouille avec les sublimes privilèges que ce droit... Que de droit. OK, je recommence. Satrape et promoteur insigne de l'ordre de la grande gidouille avec les sublimes privilèges que de droit. C'est ça son titre qui s'est donné. C'est que ça se place bien dans une conversation. T'es qui, toi? Non. Je suis même pas capable de leur nommer. Dans ce collège, on retrouve d'autres célébrités comme Jean Dubuffet, Joan Miro, Max Erne, Marcel Duchamp, Eugène Ionesco, Noël Arnaud, René Clair, François Karadec. Encore plein de gens que je connais pas.
Fait que là, on va passer un petit peu plus comme dans qu'est-ce qui nous intéresse, les gens qui écoutent notre podcast, c'est la musique. On en a parlé un peu, on parlait de jazz, mais là, on va tomber vraiment sur la musique de Boris Vian. En 1953, Boris Vian rencontre Jacques Canetti à un concert de jazz à la salle Pleyel. Boris écrit des chansons avec Jim Walter qu'il fait découvrir à Jacques Canetti. Leur rencontre aboutit à la reprise de Ciné-Massacre au Théâtre des Trois-Baudets en 1954 dans la mise en scène de Yves Robert. Dès le mois de février 1954, Boris a déposé ses textes et ses musiques à SANEF. C'est comme le registre de musique de l'époque. Un de ces textes avait déjà été enregistré par Henri Salvador, accompagné d'Ursula. Il fait le tour des musicals. Tous deux prennent des leçons de chant. Cependant, que Marcel Mouloudji chante Le Déserteur pour la première fois au Théâtre de l'Œuvre, la chanteuse Renée Lebas le reçoit et lui demande de retravailler ses titres et de les faire arranger par un vrai compositeur pour les mettre à son répertoire. En 1955, Boris Vian fait ses débuts de chanteur aux Trois-Baudets, encouragé par Canetti et toute la bande d'artistes qui gravitent autour de lui. Philippe Clé, Suzy Delair et Michel Doré lui demandent aussi des chansons. Fait qu'on va comme décortiquer les deux albums de Boris Vian. Parce que oui, Boris Vian a deux albums. Son premier album, Nouveau code de la route de 1955, dit et commenté par Boris Vian et littéralement qu'est-ce que le titre veut dire. Boris Vian a pris le code de la route de 1955 puis il l'a chanté en le commentant. C'est ça. C'est vraiment... C'est bon parce qu'il parle de charrettes et de chevaux. Fait que c'est comme... c'est pas récent, là, tu sais. Mais en 1956, Chansons possibles et impossibles, c'est son deuxième album, évidemment, son dernier, et c'est celui que la plupart des gens connaissent le plus, avec quand même des grands titres. Et je vais décortiquer un peu ces grands titres. Comme le titre le plus connu de Boris Vian, c'est Le Déserteur. Une chanson pacifique de Boris en réaction contre la guerre d'Indochine s'achevait tout d'abord par un quatrain plutôt menaçant. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je remporte des armes et que je sais tirer. Mais lorsque Mouloudji lui fait remarquer que cette chute ne colle pas avec l'idée de pacifisme, Vian rectifie le texte ainsi: que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Dan Bigra, qui est un chanteur québécois, a repris la chanson Le Déserteur, mais il a mis le couplet que j'ai des armes et je sais tirer. OK. Dan Bigra, c'est un rebelle à la camisole un peu sale. Pour ceux c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, mais pour ceux qui connaissent pas Dan Bigra, googlez Dan Bigra, vous allez comprendre assez vite l'histoire de la camisole. Y avait-tu le mulet aussi? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, mais ça aurait été comme ça aurait été parfait, les deux. Censurer Le Déserteur a un sens sur les listes des programmes de variété des émissions, figure le tampon du bannissement. Mais purement à titre préventif, peu de programmateurs auraient songé à diffuser la chanson. C'est d'abord une censure par l'omission ou l'indifférence. La véritable censure va tomber en 1958 en pleine guerre d'Algérie. Boris ne chante d'ailleurs plus. Il laisse Mouloudji et Serge Reggiani défendre la chanson pendant les guerres françaises et pendant les guerres américaines. Ce sera Joan Baez. Mais ce n'était plus la peine. La chanson était déjà boycottée par les radios et les maisons de disques. C'était pas très patriotique comme chanson. Non. Non, on n'aime pas ça quand c'est pas patriotique. Chanson suivante. La complainte du progrès. Elle célèbre notamment pour ses énumérations de biens de consommation fantaisistes, avec des jeux de langage et des inventions comme mon armoire à cuillère, mon cire godasse, mon repasse limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture, l'efface-poussière, le lit qui est toujours fait, le chauffe-savate, le canon à patates,
les ventres tomates, l'écorche poulet. La chanson est une critique satirique de la société de consommation qui commence alors à se développer en France. Une Ça attitude... n'en met aucun calice de sens. C'est bon, hein? Une attitude chaudement saluée par l'équipe d'art au moment du Salon des arts ménagers organisé du 23 février au 18 mars 1956. Parce que oui, la chanson est utilisée par le service de promotion de Philips qui envoie Boris Vian assurer la publicité de son disque au Salon des arts ménagers. Pour ceux qui ne connaissent pas Philips, c'est ceux qui font bien des électroménagers. Fait qu'il avait engagé Boris Vian pour faire une chanson. Sur les électroménagers. Exactement. Mais qui était une satire de la consommation. C'est génial. Sir Phillips. Ma chanson préférée de Boris Vian, Je suis snob. La chanson écrite à la première personne désigne une personne qui se qualifie de snob, c'est-à-dire cherchant... Excusez. Je recommence. Se qualifie de snob, c'est-à-dire cherchant à se distinguer de ses contemporains de ce début de la première moitié du 20e siècle, en s'habillant de façon de plus originale possible. Chemise d'organdie, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt de pied et qui parvient à obtenir ce statut en travaillant quotidiennement de façon obsessionnelle. Je suis snob, haha, je suis ravagé par ce microbe, allant même jusqu'à songer à ses funérailles qui, bien sûr, seront là aussi organisées de façon originale. Fait qu'il y a plein de bonnes rimes, plein de bons jeux de mots, c'est excellent. Une un peu plus... aussi engagée, je te dirais, que Le Déserteur, la Java des bombes atomiques. La chanson évoque le déboire d'un vieil oncle tentant de fabriquer une bombe atomique qui finalement se rend compte que l'importance n'en est pas la portée, mais l'endroit où ce qu'elle tombe, et qui l'a fait éclater sur tous les grands chefs d'État qui lui ont rendu visite pour admirer le résultat. Jugez, il se défend. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces ordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. La musique et le ton adopté joyeux et amusant tranchent avec le message de la chanson. Après avoir exprimé son antimilitarisme avec la chanson Le Déserteur, Boris Vian affiche cette fois encore son engagement pacifique et libertaire. Il a même fait Je vends des canons, qui est une chanson un peu dans le même style que la Java des bombes. Et justement, ça finit en disant que genre tout le monde s'est entretué, fait que je peux plus vendre d'armes. Fait que je trouvais ça aussi, c'est une belle chanson. La chanson des alcooliques, Je bois. Chanson qui parle de l'alcoolisme et de ses moments libérateurs. Elle rouvre en force avec son premier couplet. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Et je crois qu'il l'a genre vraiment écrite dans le temps qu'il y avait de la misère. Fait que c'est juste une autre excellente chanson que j'ai mal chantée. Qui écrit sous. Sûrement. Il y a le chanteur français Catherine qui la reprend. OK. Et honnêtement, il la reprend vraiment très bien parce qu'il y a le côté vraiment sous pendant qu'elle chante. Ah. Puis pour ceux qui connaissent pas Catherine, c'est vraiment un personnage en tant que tel aussi. Là, fait que ça l'emmène à quelque chose de mieux. Petite chanson très controversée. C'est pas lui qui a chanté. Fais-moi mal, Johnny. Elle raconte l'histoire d'une fille qui approche un homme pour une relation sexuelle violente. Moi, j'aime l'amour qui fait boum. Envoie-moi au ciel. L'homme ne comprend pas la nature de l'envie. Aussi, la femme l'insulte pour qu'il la frappe. Le piquant au vif, mais alors il la tape trop fort et la blesse. Le comique vient aussi de cette incompréhension. Les couples sont entrecoupés. C'est vrai que c'est drôle. Ben, il faudrait que tu l'écoutes. Les couplets sont entrecoupés par un chœur de voix d'hommes qui soutiennent et commentent l'action passant de « fais-lui mal » à « il va lui faire mal », puis « il lui a fait mal ». Magali Noël rapporte que Boris Vian,
qui supervisait l'enregistrement dans la cabine, d'un coup s'est rué dehors et la rejoint sur le micro pour répéter le légendaire « Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal ». Honnêtement, il faudrait la mettre à la fin pour que tu comprennes. L'enregistrement dont les paroles sont jugées trop osées est alors interdit de diffusion à la radio. Censure! Censure! Après avoir longtemps... là, ça termine le volet musique. Alors, après avoir longtemps refusé tout mariage, Boris épouse Ursula Kubler le 8 février 1954. La cérémonie civile se déroule à la mairie du 18e arrondissement de Paris à 16h, après un déjeuner dans un restaurant nommé « À la grâce de Dieu ». Le père... C'est beau, hein? Le père d'Ursula, qui est un des intellectuels suisses les plus raffinés, à la fois peintre, illustrateur, grand journaliste et animateur d'une des meilleures revues culturelles de l'après-guerre, écrit au jeune couple dans une lettre pleine d'humour datée du 25 novembre 1953. « Madame Kubler et moi-même, nous serions heureux dans nos sentiments helvétiques, bourgeois, rédactionnels, publicitaires, de pouvoir annoncer l'état civil nouveau. Pour Noël, pour réjouir aussi le Père Noël, il faudrait s'occuper des détails. » Moi-même, j'ai de la misère à comprendre ce que je lis. J'imagine que c'était drôle à l'époque. Cependant, les activités de Boris l'épuisent. Alain Rodde-Grillet envisage de rééditer L'automne à Pékin et L'herbe rouge aux éditions de Minuit. Mais Boris se méfie. Depuis le temps que le sort s'acharne sur lui, il est las, fatigué de la connerie ambiante, de ce succès qui lui échappe depuis toujours, dit justement Rob Grillet. Fatigué, le moral en berne, en juillet 1956, Boris s'effondre. Il est frappé d'un oedème pulmonaire, résultat de son surmenage et de ses problèmes cardiaques. Il lui faut un lourd traitement et il se remet lentement aux côtés d'Ursula. Il accepte de tourner un petit rôle, le cardinal de Paris dans Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, par défi. Mais il sait qu'il a un pied dans la tombe et l'autre qui ne bat que d'une aile. Son petit cœur. Son petit cœur. L'automne à Pékin, réédité aux éditions de Minuit, n'a encore une fois aucun succès. Mais Boris... Ça arrête pas de descendre. Mais Boris continue d'écrire des chansons pour Henri Salvador, Magali Noël, Philippe Clay. La maison Philips lui propose de diriger une petite collection jazz pour tous, mais c'est un énorme travail. Malgré les avertissements de son médecin, Boris continue de se surmener, multipliant piges, traductions, écriture de chansons. Et la société d'Océan Film, à laquelle il a vendu ses droits, le somme de produire une adaptation de « J'irai cracher sur vos tombes ». Entre-temps, Boris écrit le livret d'une comédie musicale ballet et les chansons de Fiesta, mis en musique par Darius Milhaud, et il entame une collaboration avec le Canard enchaîné qui l'a soutenu pendant l'affaire du déserteur. Le 28 octobre 1958, il publie son premier article sous le titre public de la chanson « Permet qu'on t'engueule », ceci pour défendre le nouveau disque de Georges Brassens. C'est « Permet qu'on t'engueule ». C'est bizarre comme « Permet qu'on t'engueule », il me semble que c'est bizarre à dire, mais en tout cas. Son deuxième article est consacré au... C'est pas la première affaire qui est bizarre à dire. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Son deuxième article est consacré au lancement de Serge Gainsbourg, en particulier à l'éloge du poinçonneur des Lilas. Au cours de l'hiver 1958, il part se reposer en Normandie avec Ursula, qui voudrait chanter elle aussi. Mais Boris lui répond de se débrouiller par elle-même et il donne des chansons à la chanteuse allemande Hildebard Neff, qu'il invite dans son coin de ville et qu'il raccompagne devant Ursula avec une certaine muflerie. Oh. Muflerie. Muflerie. Ça veut dire hautain. Comme, ben oui. Hein? Oh, regarde-moi bien. C'est un autre... Check-moi faire, femme. Hein? C'est tout ça qu'il disait, lui. Là. C'est un autre des aspects de Boris Vian que sa légende a occulté.
Sa timidité naturelle ne l'empêchait pas de séduire. Pour lui, l'acte sexuel et l'érotisme sont les pendants sains de l'amour. Fait qu'il se gênait pas pour tromper. Si on peut voir, hein? Est-ce que c'était réellement trompé? On le saura jamais. Au début de l'année 1959, Boris rentre à Paris après plusieurs mois de repos en Normandie. La société Cipro, qui avait acheté les droits d'adaptation à l'écran du roman J'irai cracher sur vos tombes, l'a plusieurs fois mis en demeure de présenter le scénario qu'il était chargé d'écrire et qu'il tarde à donner à ses nouveaux maîtres au cinéma. Rentré à Paris, Vian se fait un plaisir de leur remettre ce qu'on lui réclame, un script de 117 pages d'ironie et de bouffonnerie que le Cyprio n'apprécie guère. La société lui répond sur papier bleu. Nous ne comprenons pas très bien ce que vous avez voulu faire. Nous sommes obligés de nous mettre en rapport avec un autre adapteur pour ce travail. Nous faisons toute réserve quant aux préjudices que vous nous causez. Considéré par les producteurs comme un scénario bidon, le texte est remanié de façon à s'éloigner le plus possible du roman d'origine dont on a élagué les incongruités faciles. Le matin du 23 juin 1959, J'irai cracher sur vos tombes, film inspiré de son roman, est projeté au cinéma de Marbeuf près des Champs-Élysées. Vian a déjà combattu les producteurs. Il est convaincu que l'adaptation n'a pas de style et il a publiquement dénoncé le film, annonçant qu'il souhaitait faire enlever son nom du générique. Michel est venu, tous ses amis sont là, mais Boris, que son éditeur Denis Bourgeois, adjoint de Jacques Kennedy et directeur du secteur variété chez Philips, a convaincu d'aller à la projection malgré ses hésitations. Ignorera toujours de ce qu'est devenu son roman à l'écran. Dès le générique du début, quand apparaissent les mots « d'après le roman de Vernon Sullivan », traduit de l'américain par Boris Vian, il se lève en s'écriant « Ah non !» et s'effondre dans son fauteuil sans connaissance, sous les yeux de Denis Bourgeois et de Jacques Daupagne, qui l'ont accompagné à la projection. Il meurt avant l'arrivée à l'hôpital à l'Annecy. Oui! Ouais. Il a vu son nom, il a fait... À la suite, C'est trop pour moi! À la suite vraisemblablement d'une fibrillation ventriculaire, le collège de pataphysique annonce la mort apparente du transcendant Saprate et publie le 11 Gidouille 86, soit le 25 juin 1959, la lettre à sa magnificence, le vice-curateur baron sur les truqueurs de la guerre, reprise dans la cantilène en gelée et Je voudrais pas crever, et qui sera un de ses premiers hommages posthumes. Il est enterré dans le cimetière de Ville-d'Avray. Rien sur sa tombe qu'il a voulu sobre n'indique que son identité, hormis des témoignages d'affection laissés par les admirateurs qui laissent quelques portraits, voire des poèmes. Et c'était Boris Vian. C'était Boris Vian. Quel beau personnage. T'es heureux maintenant? Oui, je suis heureux d'avoir parlé d'un de mes personnages préférés. Et en quoi qui est un de tes personnages préférés? Premièrement, je suis un fan de jeux de mots. Mm-hmm. Fait que ça vient quand tu deviens papa, t'aimes ça les jeux de mots. Et je conseille à tout le monde. Mon premier roman que j'ai lu de Boris Vian, c'était L'écume des jours, qui pourrait être facilement adapté en bande dessinée tellement que c'est cartoonesque comme écriture. Puis c'est vraiment c'est comme c'est une tragédie, mais tellement comme emballé dans des belles choses que ça en est comme drôle. Mm-hmm. Et évidemment, après ça, j'avais 20 ans. Je commençais à aimer lire Le Marquis de Sade. Puis là, j'ai lu ça. J'étais comme, c'est parfait comme roman. Fait que c'était comme juste le moment. Puis là, tu sais, quand tu découvres, j'ai découvert certaines choses, mais quand tu écoutes ces chansons, c'est des chansons humoristiques d'une autre époque. Fait que, avec plein de jeux de mots, évidemment, dedans. Puis des petites mélodies fabuleuses. Puis je conseille à tout le monde d'aller... Fais-moi mal, Johnny, là, c'est
C'est une excellente chanson de jazz rock, là, honnêtement, là, elle reste dans la tête. Là. Même si les propos sont quand même assez intenses, c'est bon, là. Bon. Ben, merci, Papy Joe, pour ce gros épisode. Ouais, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Prends-toi une petite gorgée d'eau, là, Ah, dans ta petite bouteille, là. Regarde là. T'as-tu? C'est la Ah, gourde tu l'as officielle. Tu l'as pimpé. La gourde officielle du bruit à mes oreilles. L'eau est meilleure. C'est comme de l'eau qui a coulé dans tes oreilles pour après ça ressortir. Ah, je suis pas sûr que ça fait de la meilleure eau, ça. Il y a des petits motons de cire, c'est parfait. Des protéines, des prots. Yeah! All right, ben merci beaucoup, Papy Joe. Merci tout le monde d'avoir été là. Ouais, s'il y a encore des gens. D'avoir, ben oui, Snipeflex qui était là depuis le début. Hein, Wow, quasiment. je te lève puis, mon chapeau. Puis John 92 aussi qui est là depuis le début. Fait que merci d'être là, d'être parmi nous. Si vous voulez nous suivre, dubrumesoreilles.com et tous les liens sont là. Puis sinon, pour nous encourager, Patreon, puis Twitch, on a... Twitch, si vous êtes Amazon Prime, c'est gratuit. Puis Patreon, ben il y a trois pledges différents, là, avec des avantages différents. Puis aussi, il va éventuellement avoir du nouveau contenu exclusif à Patreon qui va être disponible selon les plages. Puis, Je pourrais faire mon OnlyFans sur Patreon à la place? non. Non, OK. Non. Ouais, je suis d'accord, non. De toute façon, ça me tente pas vraiment. Là. Fait que... Aussi, ça fait longtemps que j'ai pas préparé un cas. Ouais. Fait que je vais vous préparer pour bientôt un cas sur Oliver Sykes, le chanteur de Bring Me the Horizon. Puis moi, je dis ça de même, mais je vais commencer à lire The Dirt. Oh, Motley Crue. Motley Crue. All right. Fait que on se dit à la prochaine, tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Bye! Au revoir. On va me coucher.